Saint-Tropez, 12 avril. Nous sommes partis ce matin vers 8 heures de Saint-Raphaël par une forte brise de nord-ouest. La mer sans vagues dans le golfe était blanche d'écume, blanche comme une nappe de savon, car le vent, ce terrible vent de Fréjus, qui souffle presque chaque matin, semblait se jeter dessus pour lui arracher la peau, qu'il soulevait et roulait en petites lames de mousse éparpillées, ensuite, puis reformées tout aussitôt. Les gens du port nous ayant affirmé que cette rafale tomberait vers 11 heures, nous nous décidâmes à nous mettre en route avec 3 riz et le petit phoque. Le you-you fut embarqué sur le pont au pied du mât et le bel ami sembla s'envoler dès sa sortie de la jetée. Bien qu'il ne portât presque point de toile, je ne l'avais jamais senti courir ainsi. On eût dit qu'il ne touchait point l'eau, et on ne se fût guère douté qu'il portait au bas de sa large quille, profonde de 2 mètres, une barre de plomb de 1800 kg, sans compter les 2000 kg de lest dans sa cale, et tout ce que nous avons à bord en gréement, ancre, chaînes, amarres et mobilier. J'eus bien vite traversé le golfe au fond duquel se jette l'Argens, et dès que je fus à l'abri des côtes, la brise cessa presque complètement. C'est là que commence cette région sauvage, sombre et superbe, qu'on appelle encore le pays des morts. C'est une longue presqu'île de montagnes dont les rivages seuls ont un développement de plus de 100 km. Saint-Tropez, à l'entrée de l'admirable golfe nommé jadis golfe de Grimaud, est la capitale de ce petit royaume sarrasin dont presque tous les villages, bâtis au sommet de pics qui les mettaient à l'abri des attaques, sont encore pleins de maisons mauresques avec leurs arcades, leurs étroites fenêtres et leurs cours intérieures où ont poussé de hauts palmiers qui dépassent à présent les toits. Si l'on pénètre à pied dans les vallons inconnus de cet étrange massif de montagnes, on découvre une contrée invraisemblablement sauvage, sans route, sans chemin, même sans sentier, sans hameau, sans maison. De temps en temps, après 7 ou 8 heures de marche, on aperçoit une masure, souvent abandonnée, et parfois habitée par une misérable famille de charbonniers. Les monts des morts ont, paraît-il, tout un système géologique particulier, une flore incomparable, la plus variée de l'Europe, dit-on, et d'immenses forêts de pins, de chênes-lièges et de châtaigniers. J'ai fait, voici 3 ans maintenant, au cœur de ce pays, une excursion aux ruines de la Chartreuse de Laverne, dont j'ai gardé un inoubliable souvenir. S'il fait beau demain, j'y retournerai. Une route nouvelle suit la mer, allant de Saint-Raphaël à Saint-Tropez. Tout le long de cette avenue magnifique, ouverte à travers les forêts sur un incomparable rivage, on essaie de créer des stations hivernales. La première en projet est Saint-Égulphe. Celle-ci offre un caractère particulier. Au milieu du bois de sapin qui descend jusqu'à la mer, s'ouvrent dans tous les sens de larges chemins. Pas une maison, rien que le tracé des rues traversant des arbres. Voici les places, les carrefours, les boulevards. Leurs noms sont même inscrits sur des plaques de métal. Boulevard Ruisdael, boulevard Rubens, boulevard Van Dyck, boulevard Claude Lorrain. On se demande pourquoi tous ces peintres. Ah, pourquoi ? C'est que la société s'est dit, comme Dieu lui-même avant d'allumer le soleil, ceci sera une station d'artistes. La société. On ne sait pas dans le reste du monde tout ce que ce mot signifie d'espérance, de danger, d'argent gagné et perdu sur les bords de la Méditerranée. La société. Terme mystérieux, fatal, profond, trompeur. En ce lieu, pourtant, la société semble réaliser ses espérances, car elle a déjà des acheteurs et des meilleurs parmi les artistes. On lit de place en place l'eau achetée par M. Carolus Durand, l'eau de M. Clérin, l'eau de Mlle Croisette, etc. Cependant, qui sait, les sociétés de la Méditerranée ne sont pas en veine. Rien de plus drôle que cette spéculation furieuse qui aboutit à des faillites formidables. Quiconque a gagné 10 000 francs sur un champ achète pour 10 millions de terrains à 20 sous le mètre pour les revendre à 20 francs. On trace les boulevards, on amène l'eau,
On prépare l'usine à gaz et on attend l'amateur. L'amateur ne vient pas, mais la débâcle arrive. J'aperçois, loin devant moi, des tours et des bouées qui indiquent les brisants des deux rivages à la bouche du golfe de Saint-Tropez. La première tour se nomme tour des Sardinots et signale un vrai banc de roches à fleur d'eau, dont quelques-unes montrent leur tête brune, et la seconde a été baptisée balise de la sèche à l'huile. Nous arrivons maintenant à l'entrée du golfe, qui s'enfonce au loin, entre deux berges de montagnes et de forêts, jusqu'au village de Grimaud, bâti sur une cime, tout au bout. L'antique château des Grimaldi, haute ruine qui domine le village, apparaît là-bas dans la brume comme une évocation de conte de fées. Plus de vent. Le golfe a l'air d'un lac immense et calme, où nous pénétrons doucement, en profitant des derniers souffles de cette bourrasque matinale. À droite du passage, Sainte-Maxime, petit port blanc, se mire dans l'eau, où le reflet des maisons les reproduit, la tête en bas, aussi nette que sur la berge. En face, Saint-Tropez apparaît, protégé par un vieux fort. À 11h, le bel ami s'amarre au quai, à côté du petit vapeur qui fait le service de Saint-Raphaël. Seul, en effet, avec une vieille diligence qui porte les lettres et par la nuit, par l'unique route qui traverse ces monts, le lion de mer, ancien yacht de plaisance, met les habitants de ce petit port isolé en communication avec le reste du monde. C'est là une de ces charmantes et simples filles de la mer, une de ces bonnes petites villes modestes, poussées dans l'eau comme un coquillage, nourries de poissons et d'air marin, et qui produisent des matelots. Sur le port se dresse en bronze la statue du bailli de Suffren. On y sent la pêche et le goudron qui flambent, la saumure et la coque des barques. On y voit, sur les pavés des rues, briller comme des perles, des écailles de sardines, et le long des murs du port, le peuple boiteux et paralysé des vieux marins qui se chauffent au soleil sur les bancs de pierre. Ils parlent de temps en temps des navigations passées et de ceux qu'ils ont connus jadis, des grands-pères de ces gamins qui courent là-bas. Leurs visages et leurs mains sont ridés, tannés, brunis, séchés par les vents, les fatigues, les embruns, les chaleurs de l'équateur et les glaces des mers du Nord, car ils ont vu, en rôdant par les océans, les dessus et les dessous du monde, et l'envers de toutes les terres et de toutes les latitudes. Devant eux passe, calé sur une canne, l'ancien capitaine au long cours, qui commanda les 3 sœurs, ou les 2 amies, ou la Marie-Louise, ou la jeune Clémentine. Tous le saluent à la façon des soldats qui répondent à l'appel, d'une litanie de « Bonjour capitaine », modulée sur des tons différents. On est là au pays de la mer, dans une brave petite cité salée et courageuse, qui se battit jadis contre les Sarrasins, contre le duc d'Anjou, contre les corsaires barbaresques, contre le connétable de Bourbon et Charles Quint, et le duc de Savoie, et le duc d'Épernon. En 1637, les habitants, les pères de ces tranquilles bourgeois, sans aucune aide, repoussèrent une flotte espagnole. Et chaque année se renouvelle avec une ardeur surprenante le simulacre de cette attaque et de cette défense qui emplit la ville de bousculades et de clameurs et rappelle étrangement les grands divertissements populaires du Moyen-Âge. En 1813, la ville repoussa également une escadrille anglaise envoyée contre elle. Aujourd'hui, elle pêche. Elle pêche des thons, des sardines, des loups, des langoustes, tous les poissons si jolis de cette mer bleue, et nourrit à elle seule une partie de la côte. En mettant le pied sur le quai, après avoir fait ma toilette, j'entendis sonner midi, et j'aperçus 2 vieux commis, clercs de notaire ou d'avoué, qui s'en allaient au repas, pareils à 2 vieilles bêtes de travail, un instant débridées, pour qu'elles mangent l'avoine au fond d'un sac de toile. Ô liberté, liberté, seul bonheur, seul espoir et seul rêve, de tous les misérables, de toutes les classes d'individus, de tous les ordres de travailleurs, de tous les hommes qui livrent quotidiennement le dur combat pour vivre, ceux-là sont le plus à plaindre, sont les plus déshérités de faveur. On ne le croit pas, on ne le sait point,
Ils sont impuissants à se plaindre. Ils ne peuvent pas se révolter. Ils restent liés, bâillonnés dans leur misère honteuse de plumitifs. Ils ont fait des études, ils savent le droit, ils sont peut-être bacheliers. Comme je l'aime, cette dédicace de Jules Vallès, à tous ceux qui, nourris de grec et de latin, sont morts de faim. Sait-on ce qu'ils gagnent, ces crèves-misères, de 800 à 1500 francs par an? Employés des noires études, employés des grands ministères, vous devez lire chaque matin sur la porte de la sinistre prison la célèbre phrase de Dante « Laissez toute espérance, vous qui entrez ». On pénètre là pour la première fois, à 20 ans, pour y rester jusqu'à 60 et plus, et pendant cette longue période, rien ne se passe. L'existence tout entière s'écoule dans le petit bureau sombre, toujours le même, tapissé de carton vert. On y entre jeune, à l'heure des espoirs vigoureux. On en sort vieux, près de mourir. Toute cette moisson de souvenirs que nous faisons dans une vie, les événements imprévus, les amours douces ou tragiques, les voyages aventureux, tous les hasards d'une existence libre sont inconnus à ces forçats. Tous les jours, les semaines, les mois, les saisons, les années se ressemblent. À la même heure on arrive, à la même heure on déjeune, à la même heure on s'en va, et cela de 20 à 60 ans. 4 accidents seulement font date. Le mariage, la naissance du premier enfant, la mort de son père et de sa mère. Rien autre chose. Pardon, les avancements. On ne sait rien de la vie ordinaire, rien du monde. On ignore jusqu'aux joyeuses journées de soleil dans les rues et les vagabondages dans les champs, car jamais on n'est lâché avant l'heure réglementaire. On se constitue prisonnier à 8 heures du matin, la prison s'ouvre à 6 heures alors que la nuit vient, mais en compensation, pendant 15 jours par an, on a bien le droit discuté, marchandé, reproché d'ailleurs, de rester enfermé dans son logis. Car où pourrait-on aller sans argent? Le charpentier grimpe dans le ciel, le cocher rôde par les rues, le mécanicien des chemins de fer traverse les bois, les plaines, les montagnes, va sans cesse des murs de la ville au large horizon bleu des mers. L'employé ne quitte point son bureau, cercueil de ce vivant. Et dans la même petite glace où il se regardait jeune, avec sa moustache blonde, le jour de son arrivée, il se contemple chauve, avec sa barbe blanche, le jour où il est mis dehors. Alors c'est fini, la vie est fermée, l'avenir clos. Comment cela se fait-il qu'on en soit là déjà? Comment donc a-t-on pu vieillir ainsi, sans qu'aucun événement se soit accompli, qu'aucune surprise de l'existence vous ait jamais secoué? Cela est pourtant. Place aux jeunes employés. Alors on s'en va, plus misérable encore, et on meurt presque tout de suite de la brusque rupture de cette longue et acharnée habitude du bureau quotidien, des mêmes mouvements, des mêmes actions, des mêmes besognes aux mêmes heures. Au moment où j'entrais à l'hôtel pour y déjeuner, on me remit un effrayant paquet de lettres et de journaux qui m'attendaient, et mon cœur se serra comme sous la menace d'un malheur. J'ai la peur et la haine des lettres. Ce sont des liens. Ces petits carrés de papier qui portent mon nom me semblent faire, quand je les déchire, un bruit de chaînes, le bruit des chaînes qui m'attachent au vivant, que j'ai connu, que je connais. Toutes me disent, bien qu'écrites par des mains différentes, « Où êtes-vous? Que faites-vous? Pourquoi disparaître ainsi sans annoncer où vous allez? Avec qui vous cachez-vous » Une autre ajoutait, « Comment voulez-vous qu'on s'attache à vous si vous fuyez toujours vos amis? C'est même blessant pour eux. » Eh bien, qu'on ne s'attache pas à moi. Personne ne comprendra donc l'affection sans y joindre une idée de possession et de despotisme. Il semble que les relations ne puissent exister sans entraîner avec elles des obligations, des susceptibilités et un certain degré de servitude. Dès qu'on a souri aux politesses d'un inconnu, cet inconnu abarre sur vous, s'inquiète de ce que vous faites et vous reproche de le négliger. Si nous allons jusqu'à l'amitié, chacun s'imagine avoir des droits. Les rapports deviennent des devoirs et les liens qui nous unissent semblent terminés avec des nœuds coulants. Cette inquiétude affectueuse, cette jalousie soupçonneuse, contrôleuse, cramponnante des êtres qui se sont rencontrés et qui se croient enchaînés l'un à l'autre parce qu'ils se sont plu,
n'est faite que de la peur harcelante, de la solitude qui hante les hommes sur cette terre. Chacun de nous, sentant le vide autour de lui, le vide insondable où s'agite son cœur, où se débat sa pensée, va comme un fou, les bras ouverts, les lèvres tendues, cherchant un être à étreindre. Et il étreint à droite, à gauche, au hasard, sans savoir, sans regarder, sans comprendre, pour n'être plus seul. Il semble dire, dès qu'il a serré les mains, « Maintenant vous m'appartenez un peu. Vous me devez quelque chose de vous, de votre vie, de votre pensée, de votre temps. Et voilà pourquoi tant de gens croient s'aimer, qui s'ignorent entièrement. Tant de gens vont les mains dans les mains ou la bouche sur la bouche, sans avoir pris le temps même de se regarder. Il faut qu'ils s'aiment pour n'être plus seuls, qu'ils aiment d'amitié, de tendresse, mais qu'ils aiment pour toujours. Et ils le disent, jurent, s'exaltent, versent tout leur cœur dans un cœur inconnu, trouvé la veille, toute leur âme dans une âme de rencontre dont le visage leur a plu. Et de cette hâte à s'unir, naissent tant de méprises, de surprises, d'erreurs et de drames. Ainsi que nous restons seuls, malgré tous nos efforts, de même nous restons libres malgré toutes les étreintes. Personne, jamais, n'appartient à personne. On se prête, malgré soi, à ce jeu coquet ou passionné de la possession, mais on ne se donne jamais. L'homme, exaspéré par ce besoin d'être le maître de quelqu'un, a institué la tyrannie, l'esclavage et le mariage. Il peut tuer, torturer, emprisonner, mais la volonté humaine lui échappe toujours, quand même elle a consenti quelques instants à se soumettre. Est-ce que les mères possèdent leurs enfants? Est-ce que le petit être, à peine sorti du ventre, ne se met pas à crier pour dire ce qu'il veut, pour annoncer son isolement et affirmer son indépendance? Est-ce qu'une femme vous appartient jamais? Savez-vous ce qu'elle pense, même si elle vous adore? Baisez sa chair, pâmez-vous sur ses lèvres, un mot sorti de votre bouche ou de la sienne, un seul mot suffira pour mettre entre vous une implacable haine. Tous les sentiments affectueux perdent leur charme s'ils deviennent autoritaires. De ce qu'il me plaît de voir quelqu'un et de lui parler, s'ensuit-il qu'il me soit permis de savoir ce qu'il fait et ce qu'il aime? L'agitation des villes, grandes et petites, de tous les groupes de la société, la curiosité méchante, envieuse, médisante, calomniatrice, le souci incessant des relations, des affections d'autrui, des commérages et des scandales, ne viennent-ils pas de cette prétention que nous avons de contrôler la conduite des autres, comme si tous nous appartenaient à des degrés différents? Et nous nous imaginons en effet que nous avons des droits sur eux, sur leur vie, car nous la voulons régler sur la nôtre, sur leurs pensées, car nous les réclamons de même ordre que les nôtres, sur leurs opinions, car nous ne les tolérons pas différentes des nôtres, sur leur réputation, car nous l'exigeons selon nos principes, sur leurs mœurs, car nous nous indignons quand elles ne sont pas soumises à notre morale. Je déjeunais au bout d'une longue table dans l'hôtel du bailli de Suffren, et je continuais à lire mes lettres et mes journaux, quand je fus distrait par les propos bruyants d'une demi-douzaine d'hommes assis à l'autre extrémité. C'étaient des commis voyageurs. Ils parlèrent de tout avec conviction, avec autorité, avec blague, avec dédain, et ils me donnèrent nettement la sensation de ce qu'est l'âme française, c'est-à-dire la moyenne de l'intelligence, de la raison, de la logique et de l'esprit en France. Un d'eux, un grand, à tignasse rousse, portait la médaille militaire et une médaille de sauvetage, un brave. Un petit gros faisait des calembours sans répit et en riant lui-même à pleine gorge, avant d'avoir laissé aux autres le temps de comprendre. Un homme à cheveux ras réorganisait l'armée et la magistrature, réformait les lois et la Constitution, définissait une république idéale pour son âme de placeur de vin. Deux voisins s'amusaient beaucoup en se racontant leur bonne fortune, des aventures d'arrière-boutique ou des conquêtes de servantes. Et je voyais en eux toute la France légendaire, spirituelle, mobile, brave et galante. Ces hommes étaient des types de la race, types vulgaires qu'il me suffirait de poétiser un peu pour retrouver le français tel que nous le montre l'histoire, cette vieille dame exaltée et menteuse. Et c'est vraiment une race amusante que la nôtre, par des qualités très spéciales qu'on ne retrouve nulle part ailleurs.
C'est d'abord notre mobilité qui diversifie si allègrement nos mœurs et nos institutions. Elle fait ressembler le passé de notre pays à un surprenant roman d'aventure dont la suite à demain est toujours pleine d'imprévus, de drames et de comédies, de choses terribles ou grotesques. Qu'on se fâche et qu'on s'indigne, suivant les opinions qu'on a, il est bien certain que nulle histoire au monde n'est plus amusante et plus mouvementée que la nôtre. Au point de vue de l'art pur, et pourquoi n'admettrait-on pas ce point de vue spécial et désintéressé en politique comme en littérature, elle demeure sans rival. Quoi de plus curieux et de plus surprenant que les événements accomplis seulement depuis un siècle? Que verrons-nous demain? Cette attente de l'imprévu n'est-elle pas au fond charmante? Tout est possible chez nous, même les plus invraisemblables drôleries et les plus tragiques aventures. De quoi nous étonnerions-nous? Quand un pays a eu des Jeanne d'Arc et des Napoléons, il peut être considéré comme un seul miraculeux. Et puis, nous aimons les femmes, nous les aimons bien, avec fougue et avec légèreté, avec esprit et avec respect. Notre galanterie ne peut être comparée à rien dans aucun autre pays. Celui qui garde au cœur la flamme galante des derniers siècles entoure les femmes d'une tendresse profonde, douce, émue et alerte en même temps. Il aime tout ce qui est d'elles, tout ce qui vient d'elles, tout ce qu'elles sont et tout ce qu'elles font. Il aime leur toilette, leurs bibelots, leurs parures, leurs ruses, leur naïveté, leur perfidie, leurs mensonges et leur gentillesse. Il les aime toutes, les riches comme les pauvres, les jeunes et même les vieilles, les brunes, les blondes, les grasses, les maigres. Il se sent à son aise près d'elles, au milieu d'elles. Il y demeurerait indéfiniment, sans fatigue, sans ennui, heureux de leur seule présence. Il sait, dès les premiers mots, par un regard, par un sourire, leur montrer qu'il les aime, éveiller leur attention, aiguillonner leur plaisir de plaire, leur faire déployer pour lui toute leur séduction. Entre elle et lui s'établit aussitôt une sympathie vive, une camaraderie d'instinct, comme une parenté de caractère et de nature. Entre elles et lui commence une sorte de combat, de coquetterie et de galanterie, se noue une amitié mystérieuse et guerroyeuse, se resserre une obscure affinité de cœur et d'esprit. Il sait leur dire ce qui leur plaît, leur faire comprendre ce qu'ils pensent, leur montrer sans les choquer jamais, sans jamais froisser leur frêle et mobile pudeur, un désir discret et vif, toujours éveillé dans ses yeux, toujours frémissant sur sa bouche, toujours allumé dans ses veines. Il est leur ami et leur esclave, le serviteur de leurs caprices et l'admirateur de leur personne. Il est prêt à leur appel, à les aider, à les défendre comme des alliés secrets. Il aimerait se dévouer pour elles, pour celles qu'il connaît peu, pour celles qu'il ne connaît pas, pour celles qu'il n'a jamais vues. Il ne leur demande rien qu'un peu de gentille affection, un peu de confiance ou un peu d'intérêt, un peu de bonne grâce ou même de perfide malice. Il aime dans la rue la femme qui passe et dont le regard le frôle. Il aime la fillette en cheveux qui va, un nœud bleu sur la tête, une fleur sur le sein, l'œil timide ou hardi, d'un pas lent ou pressé, à travers la foule des trottoirs. Il aime les inconnus coudoyés, la petite marchande qui rêve sur sa porte, la belle nonchalante étendue dans sa voiture découverte. Dès qu'il se trouve en face d'une femme, il a le cœur ému et l'esprit en éveil. Il pense à elle, parle pour elle, tâche de lui plaire et de lui faire comprendre qu'elle lui plaît. Il a des tendresses qui lui viennent aux lèvres, des caresses dans le regard, une envie de lui baiser la main, de toucher l'étoffe de sa robe. Pour lui, les femmes parent le monde et rendent séduisante la vie. Il aime s'asseoir à leurs pieds pour le seul plaisir d'être là. Il aime rencontrer leur œil, rien que pour y chercher leur pensée fuyante et voilée. Il aime écouter leur voix, uniquement parce que c'est une voix de femme. C'est par elle et pour elle que le français a appris à causer et à avoir de l'esprit toujours. Causer, qu'est cela? Mystère. C'est l'art de ne jamais paraître ennuyeux, de savoir tout dire avec intérêt, de plaire avec n'importe quoi, de séduire avec rien du tout. Comment définir ce vif effleurement des choses par les mots, ce jeu de raquettes avec des paroles souples, cette espèce de sourire léger des idées que doit être la causerie? Seul au monde,
le français a de l'esprit, et seul il le goûte et le comprend. Il a l'esprit qui passe et l'esprit qui reste, l'esprit des rues et l'esprit des livres. Ce qui demeure dans l'esprit, dans le sens large du mot, ce grand souffle ironique ou gai répandu sur notre peuple depuis qu'il pense et qu'il parle. C'est la verve terrible de Montaigne et de Rabelais, l'ironie de Voltaire, de Beaumarchais, de Saint-Simon et le prodigieux rire de Molière. La saillie, le mot et la monnaie trémenue de cet esprit-là. Et pourtant, c'est encore un côté, un caractère tout particulier de notre intelligence nationale. C'est un de ses charmes les plus vifs. Il fait la gaieté sceptique de notre vie parisienne, l'insouciance aimable de nos mœurs. Il est une partie de notre aménité. Autrefois, on faisait en vers ces jeux plaisants, aujourd'hui on les fait en prose. Cela s'appelle, selon les temps, épigramme, bon mot, trait, pointe, gauloiserie. Il court la ville et les salons, naissent partout, sur le boulevard comme à Montmartre, et ceux de Montmartre valent souvent ceux du boulevard. On les imprime dans les journaux, d'un bout à l'autre de la France ils font rire, car nous savons rire. Pourquoi un mot plutôt qu'un autre? Le rapprochement imprévu, bizarre de deux termes, de deux idées ou même de deux sons, une calembredaine quelconque, un coq-à-l'âne inattendu, ouvrent-ils la vanne de notre gaieté? Font-ils éclater tout à coup, comme une mine qui sauterait, tout Paris et toute la province? Pourquoi tous les Français riront-ils, alors que tous les Anglais et tous les Allemands ne comprendront pas notre amusement? Pourquoi? Uniquement parce que nous sommes Français, que nous avons l'intelligence française, que nous possédons la charmante faculté du rire. Chez nous, d'ailleurs, il suffit d'un peu d'esprit pour gouverner. La bonne humeur tient lieu de génie, un bon mot sacre un homme et le fait grand pour la postérité. Tout le reste importe peu. Le peuple aime ceux qui l'amusent et pardonne à ceux qui le font rire. Un seul coup d'œil jeté sur le passé de notre patrie nous fera comprendre que la renommée de nos grands hommes n'a jamais été faite que par des mots heureux. Les plus détestables princes sont devenus populaires par des plaisanteries agréables, répétées et retenues de siècle en siècle. Le trône de France est soutenu par des devises de Mirliton. Des mots, rien que des mots, ironiques ou héroïques, plaisants ou polissons, les mots surnagent sur notre histoire et la font paraître comparable à un recueil de calembours. Clovis, le roi chrétien, s'écria en entendant lire la Passion, « Que n'étais-je là avec mes francs ?» Ce prince, pour régner seul, massacra ses alliés et ses parents, commit tous les crimes imaginables. On le regarde cependant comme un monarque civilisateur et pieux. Que n'étais-je là avec mes francs? Nous ne saurions rien du bon roi d'Agobert si la chanson ne nous avait appris quelques particularités, sans doute erronées, de son existence. Pépin, voulant déposséder du trône le roi Childéric, posa au pape Zacharie l'insidieuse question que voici. Lequel des deux est le plus digne de régner, celui qui remplit dignement toutes les fonctions de roi sans en avoir le titre, ou celui qui porte ce titre sans savoir gouverner? Que savons-nous de Louis VI? Rien. Pardon, au combat de Brenneville, comme un Anglais posait la main sur lui en s'écriant « Le roi est pris », ce prince vraiment français répondit « Ne sais-tu pas qu'on ne prend jamais un roi, même aux échecs ?» Louis IX, bien que saint, ne nous laisse pas un seul mot à retenir. Aussi son règne nous apparaît-il comme horriblement ennuyeux, plein d'oraisons et de pénitences. Philippe VI se niait, battu et blessé à Crécy, alla frapper à la porte du château de l'Arbois en criant « Ouvrez, c'est la fortune de la France ». Nous lui savons encore gré de cette parole de mélodrame. Jean II, prisonnier du prince de Galles, lui dit avec une bonne grâce chevaleresque et une galanterie de troubadour français « Je comptais vous donner à souper aujourd'hui, mais la fortune en dispose autrement et veut que je soupe chez vous. » On n'est pas plus gracieux dans l'adversité. Ce n'est pas au roi de France à venger les querelles du duc d'Orléans, déclara Louis XII avec générosité. Et c'est là vraiment un grand mot de roi, un mot digne d'être tenu par tous les princes. François Ier, ce grand nigaud, coureur de filles et général malheureux, a sauvé sa mémoire en entourant son nom d'une auréole impérissable, en écrivant à sa mère ces quelques mots superbes
après la défaite de Pavie. Tout est perdu, madame, fort l'honneur. Est-ce que cette parole aujourd'hui ne nous semble pas aussi belle qu'une victoire? N'a-t-elle pas illustré le prince plus que la conquête d'un royaume? Nous avons oublié les noms de la plupart des grandes batailles livrées à cette époque lointaine. Oubliera-t-on jamais tout est perdu, fort l'honneur? Henri IV. Saluez, messieurs, c'est le maître. Sournois, sceptique, malin, faux bonhomme, rusé comme pas un, plus trompeur qu'on ne saurait croire, débauché, ivrogne et sans croyance à rien. Il a su, par quelques mots heureux, se faire dans l'histoire une admirable réputation de roi chevaleresque, généreux, brave homme, loyal et probe. Oh, le fourbe, comme il savait jouer celui-là avec la bêtise humaine. Pends-toi, brave Crillon, nous avons vaincu sans toi. Après une parole semblable, un général est toujours prêt à se faire pendre ou tuer pour son maître. Au moment de livrer la fameuse bataille d'Ivry, enfants, si les cornettes vous manquent, ralliez-vous à mon panache blanc. Vous le trouverez toujours au chemin de l'honneur et de la victoire. Pouvait-il n'être pas toujours victorieux, celui qui savait parler ainsi à ses capitaines et à ses troupes? Il veut Paris, le roi sceptique. Il le veut, mais il faut choisir entre sa foi et la belle ville. Bast, murmura-t-il, Paris vaut bien une messe. Et il changea de religion comme il aurait changé d'habit. N'est-il pas vrai, cependant, que le mot fit accepter la chose? Paris vaut bien une messe, fit rire les gens d'esprit, et l'on ne se fâcha pas trop. N'est-il pas devenu le patron des pères de famille en demandant à l'ambassadeur d'Espagne, qui le trouva jouant au cheval avec le dauphin, « Monsieur l'ambassadeur, êtes-vous père ?» L'Espagnol répondit « Oui, sire. » En ce cas, dit le roi, je continue. Mais il a conquis pour l'éternité le cœur français, le cœur des bourgeoises et le cœur du peuple, par le plus beau mot qu'ait jamais prononcé un prince, un mot de génie, plein de profondeur, de bonhomie, de malice et de sens. Si Dieu m'accorde vie, je veux qu'il n'y ait si pauvres paysans en mon royaume qui ne puissent mettre la poule au pot le dimanche. C'est avec ces paroles-là qu'on prend, qu'on gouverne, qu'on domine les foules enthousiastes et niaises. Par deux paroles, Henri IV a dessiné sa physionomie pour la postérité. On ne peut pas prononcer son nom sans avoir aussitôt une vision de panache blanc et une saveur de poule au pot. Louis XIII ne fit pas de mots. Ce triste roi eut un triste règne. Louis XIV donna la formule du pouvoir personnel absolu. L'État, c'est moi. Il donna la mesure de l'orgueil royal dans son complet épanouissement. J'ai failli attendre. Il donna l'exemple des ronflantes paroles politiques qui font les alliances entre deux peuples. Il n'y a plus de Pyrénées. Tout son règne est dans ces quelques mots. Louis XV, le roi corrompu, élégant et spirituel, nous a laissé la note charmante de sa souveraine insouciance. Après moi le déluge. Si Louis XVI avait eu l'esprit de faire un mot, il aurait peut-être sauvé la monarchie. Avec une saillie, n'aurait-il pas évité la guillotine? Napoléon Ier jeta à poignée les mots qu'il fallait au cœur de ses soldats. Napoléon III éteignit avec une courte phrase toutes les colères futures de la nation, en promettant « l'Empire c'est la paix, l'Empire c'est la paix ». Affirmation superbe, mensonge admirable. Après avoir dit cela, il pouvait déclarer la guerre à toute l'Europe, sans rien craindre de son peuple. Il avait trouvé une formule simple, nette, saisissante, capable de frapper les esprits, et contre laquelle les faits ne pouvaient plus prévaloir. Il a fait la guerre à la Chine, au Mexique, à la Russie, à l'Autriche, à tout le monde. Qu'importe, certaines gens parlent encore avec conviction des 18 ans de tranquillité qu'il nous donna. L'Empire, c'est la paix. Mais c'est aussi avec des mots plus mortels que des balles, que M. Rochefort a bâti l'Empire, le crevant de ses traits, le déchiquetant et l'émiettant. Le maréchal de MacMahon lui-même nous a laissé un souvenir de son passage au pouvoir. J'y suis, j'y reste. Et c'est par un mot de Gambetta qu'il fut à son tour culbuté. Se soumettre ou se démettre. Avec ces deux verbes, plus puissants qu'une révolution, plus formidables que des barricades, plus invincibles qu'une armée, plus redoutables que tous les votes, le tribun renversa le soldat, écrasa sa gloire, anéantit sa force et son prestige. Quant à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ils tomberont, car ils n'ont pas d'esprit. Ils tomberont, car au jour du danger, au jour de l'émeute, au jour de la bascule inévitable,
ils ne sauront pas faire rire la France et la désarmer. De toutes ces paroles historiques, il n'en est pas 10 qui soient authentiques. Qu'importe, pourvu qu'on les croie prononcées par ceux à qui on les prête. Dans le pays des bossus, il faut l'être, ou le paraître, dit la chanson populaire. Cependant, les commis voyageurs parlaient maintenant de l'émancipation des femmes, de leurs droits et de la place nouvelle qu'elles voulaient prendre dans la société. Les uns approuvaient, d'autres se fâchaient, le petit groupe plaisantait sans repos, et termina en même temps ce déjeuner et la discussion par cette anecdote assez plaisante. Dernièrement, disait-il, un grand meeting avait eu lieu en Angleterre où cette question avait été traitée. Comme un orateur venait de développer de nombreux arguments en faveur des femmes, et terminait par cette phrase « En résumé, messieurs, elle est bien petite la différence qui distingue l'homme de la femme. » Une voix forte, enthousiaste, convaincue, s'éleva dans la foule et cria « Hurrah pour la petite différence !»